Acho na salute my country people. Welcome to Neo Tempera TV. My own name na White Chocolate. And I go always tell una say pikin wey say im mama no go sleep, that pikin too no go sleep. My country people, make una she don find make I bring una tori wey I get today for una. I get plenty tori for una today. I get tori about this young boy for university. That means University of SOA for Yaoundé, where 5 a day inside a room for school. I get tori about this bad thing, this war incident wey happen so for that side for Yaoundé for Dizemare Kwabang, where they buy some small girl for 11 years inside some uncompleted building. I get tori about this kidnapping where they go on, where still they continue go on for Meganga Yamba for that side for Adamawa for extreme north. My country people, I go start so with this story for this young boy where they call and say Bulawa Conrad Ken. Bulawa Conrad Ken, so na some student for university for SOA. That means say SOA University where now first year of master. Yes, this pikin dey so na for a first year. It be day because it don't require. It be dey so na for a first year of master degree. So wetin happen for that side for University of SOA for Yaoundé na say this pikin has plenty of we dey do all time. Na the mistake dem that would do all time. This pikin be dey use his phone on charge. That means say he don't go inside a room. They manipulate the phone so they where the phone dey on charge. Yeah, they press the phone so they whether now wetin electrical shock pick that pikin on top of bed naki sote the one can move if a day say they bring her for hospital where ne be day that boy be don kpai. This Conrad Ken be don kpai because of waiting. This same thing where they tell we all time. Some kind phone them dey and some kind charger them because this kind incident, and we don't see online all the time say this your phone where you hold and so fit cause you problem. Yes, if you buy you, they need to use phone for charge. And they see sometimes they say would they forget whatsapp the call. That means say your phone the ring, they pick the phone where they on charge. People that they use phone corner gas, they need the fear. You go see woman go the cook so he go take phone go for corner gas. The snapper where gas they on, you want hear say house or explodes. You go see phone go the ring so person go take your phone where they for charger. The take phone pick call where they on charge and they tell you all time. For internet, it go viral every day. Would you see as phone don't scatter my face? Yes. Because the electric shock were there for phone. Maybe when they cut light one come back, light no fit tell you say na me that they come back. It come with pressure, and when it come, it meet us some kind thing if you burn them. Yes, we don't get a situation for house where light don't come, so burn even TV rope, burn TV cable, burn thing them, burn even fridge. Yes, it happen. So if it happen for phone, where you use phone, my brother, my sister, may una disconnect una phone before user. Take your phone, charge them before user, or use power bank. Use them for your phone. If you sleep on top your bed or you do something where one must use your phone, better use your power bank or disconnect the phone. So this young boy went there for university where name na Bulawa Conrad Ken, first year of master, don't buy so it don't rip so like play. Make it so rest in peace. And wait have you talk for your family for that side for your own, then I say me they take heart. Na God the give and na God the take. May that pikin rest in peace. I go cancel for this situation. So where it happened so for Dizemare Kwabang for Yaoundé. Oh God, where Papa God, we don't tire. We don't know how we will call God again for this Cameroon. We the beg God say me knock door enter for Cameroon. The situation where we go through for Cameroon don't war. It the war na every day. My country people wait to happen for that side so for Dizemare Kwabang. Na say this small girl where we see for picture so. Some neighbor where they for inside this uncompleted building, take this pikin, go climb for the last site, the last place where they for chantier. That means they under construction. It take that pikin from 11 o'clock for night. That means 23 for evening for night. That neighbor take that pikin, go inside that building. And when a big compound where people they stay there, now wait till they shock me, now wait till they hurt me inside the thing. That man take that small pikin for 11 years where they call and say Atanganambaga Divine. 11 years pikin. From 11 o'clock to 5 o'clock for morning, he knock that pikin beans. Knock that pikin beans. Knock that pikin. That means say this criminal knock pikin beans from 11 o'clock for evening, so 5 o'clock for morning time. Neighbor dey hear as pikin dey cry, dey shout, no man no comot. As una dey see this picture, na big compound.
as una see the video go viral, nothing wey happen so for 10e arrêt Kwabang for Yaoundé. That means say this pikin so they kpai this pikin so neighbor dem dey, neighbor dey hear noise, neighbor dey hear pikin dey cry the whole night. No man no open door, no man no can check and say where na wetin dey happen for this pikin o. Hey, this life na so this life dey na. Me, I just hope say the high authority for that side go gather that neighbor there, because this one na say negligent. Them say we na not assist person wey dey for danger. Small pikin again for that matter. If self the pikin na which kind pikin? If self na pikin wey mama be talk say if my pikin dey do so me man not put him out, but na how? Una dey hear cry for small pikin so the whole night. Pikin wey no fit defend himself for 11 o'clock for night, dey cry. Even self na him mama dey beat am. Even self na him papa dey beat am. You as neighbor, you go right for go knock that door, ask them say una dey take na wetin for the pikin. If you knock door, they not answer you, you call police. Yes, as we stay with people then we get neighbors there. Any man will check for a neighbor, because when don't so te sime na all man go chop am. Yes, because this thing now will not leave the pikin by. I hope say the high authority go gather people to where they stay for corner that house. Tori self the talk self say my country people till now they never expose the identity for the person where he chop this pikin, be he knock the pikin, being the whole night so this pikin by. Till now high authority never yet expose the identity for this pikin. So something fishing is going somewhere, is going wrong somewhere. Some bad thing to read the talk for that Yaoundé side say some bad thing the turn for back this issue. But wait to one and say we want know who do this kind of wicked thing for this small girl pikin. Make the soul of this small girl at Tanganambaga Divine rest in peace. I don't know whether his soul go rest in peace or he go fight. If na me, I go talk for my pikin say me the soul not rest in peace. Me fight this criminal, me fight the Mazembe, me fight this war thing wey go spoil my pikin so te buy so. And I go see beg we Cameroonians and neighbors I beg more the check on our pikin them. More know with people they leave our pikin them. May stay fine with neighbors. It be very important for they in good terms with neighbor. Some kind of thing they not fine for doing for neighbor, because this pikin so we not know the reason why neighbor they not come out for check why this pikin dey cry the whole night. No man, maybe sometimes the parents they be ever beat you, so no man they come out. They don't just maybe na the parents they beat you. Now why that no man beg still? Is that a reason? Now one a reason where una go hear pikin dey cry the whole night, una not come out ask and say now wetin dey happen. Hey, Cameroon o, man no place to put his head again. My country people there made a sort of this Atangana Bagadivin rest in peace. And they can't enter so with this problem where it don't happen. Where did it happen for Mingana, Zamba, for Adamawa region, for extreme north? That side now don't be na capital for kidnapping. Yes, that one where they call am for French maison mère. Yes, na maison mère for kidnapping. Now don't dey for that side for Adamawa. They kidnap people them for there now all day. They don't wake up now. Kidnap plenty people them. Some Mazembe the way they there for that side so for Meganga, they stand now for bush. The wait people they when they pass, they come out cut them every day. 6 motor, 6 bike, 6 phone, 6 money, 6 carry the people they go keep am for some side. The call family me they pay money. My country people na shocking thing no. We no nothing for do again with this Cameroon. We the only beg government say I beg papa, more una stand straight, more una stand fine for fix this situation for we. My country people them I go call una so list for the people the way they don't kidnap am inside this day them for that side for Meganga for Adamawa extreme no. We get Daniel Justin. Daniel Justin when na teacher for école publique for Ndare Tigre Refede. Now teacher for école publique they don't kidnap you too for that side. We get Azim when na farmer they don't kidnap you too. We get Teddy when na school pikin they don't kidnap you too. We get Zana when I say a farmer they don't kidnap you too. We get Adamu when na cow rearer they don't kidnap you too. We get Yakin Nicolas na farmer where they see kidnap it too. We get Nene Marie when a student for école Jaro Money they don't kidnap it too. We get Ngoya Pascaline when a student they don't kidnap it too. We get Abu na farmer. We get Baby Lu when a still farmer they kidnap her. We get Zibo when a farmer where they kidnap it too. We get Yunusa when a still farmer. 12 people them, student, farmer, papa them, mommy them, picking the all team mix for that side.
na why I talk say na maison mare for kidnapping that definitely for that side for Adamawa, na capital for kidnapping. We dey just beg family, people wey dey get their pikin dem, their family wey dey go school for day, una take back una pikin dem. That side no fine again. Adamawa extreme north don war na capital for kidnapping. That na tori the talk, so no me the talk am. Na kidnapping side that if you get your family member, your pikin wey dey teach today, wey dey go school, papa, mami, abeg take back your pikin. Better make that pikin no go school. Yes, school no dey finish, na man dey finish. So we no dey understand where dey go for that side again. We dey just dey beg government, say government abeg, make una check this thing wey dey happen. Pikin dem no fit go school, school sef no even dey, road sef no dey, things dem dey lack for Cameroon. Then we go see witness kidnapping. That means you should not for your house, so you no fit go peace again for evening, for bush. You for afternoon you no fit waka, for night you no fit waka, for morning time you no fit waka. They go kidnap you. They dey kidnap poor pikin themselves wey they no dey fit chop for their house. They dey kidnap poor family wey they no even get thing for chop for their house. Hey, na wow, we dey suffer oh. Government abeg, what you fit tell una na say make una check for this situation. I hope say the high authority for that side for Adamawa dey take control for this problem, because e don too much. Yes, e don wowo. Make government stand up, check this situation. My country people, tori long oh, but na time short. Wetin I fit tell una na say I don cancel for the end for my tori for today, and I go always ask una make una stay tuned for wait for my next coming tori. My own name na White Chocolate for Neo Tempera TV. I go always insist say pikin wey say im mama no go sleep, that pikin too no go ever sleep.
Action totale dans l'un des événements historiques qui a marqué le monde, la crête négrière. Retour sur la date de 1444, cette date qui marque donc le début de cette traite négrière dans le monde. Il faut dire que cette initiative portée par le président ghanéen, 400 ans après, qui a été reconnue par l'ONU, a connu justement un écho favorable. Le président ghanéen accompagné d'autres présidents africains et une bonne communauté des pays du Caraïbe a recueilli donc 123 voix sur 193 pays membres de cette institution qui ont donc voté la loi portant justement la reconnaissance de la crête négrière comme l'un des crimes les plus graves jamais perpétrés dans le monde. Ce matin, chers téléspectateurs, nous allons interroger la portée de cette décision, l'impact que cette décision aura justement sur les pays africains. Beaucoup ont parlé de réconciliation, d'excuses solennelles et surtout de réparation. Est-ce que tous ces aspects seront justement réalisables? Ce matin, l'on s'interroge. Crête négrière, 400 ans après, l'ONU reconnaît les faits. S'agit-il d'une reconnaissance assumée ou encore imposée? Voilà donc quelques axes d'interrogation qui meubleront notre thématique du jour. Nous n'allons pas déroger à la règle, chers téléspectateurs. Nous allons commencer avec nos rubriques habituelles. On va tout d'abord écouter la sagesse du jour de Pierre Biriou-Nemec, mais aussi vous amener en kiosque afin de découvrir ce que nous ont concocté les directeurs de publication. Et vous le savez, cette rubrique, ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays, sera également au rendez-vous. Restez concentrés sur nos invités du jour, car ce sera à vous de les départager. On va découvrir vendredi qui a été l'invité de la semaine. Tout de suite et maintenant, chers téléspectateurs, chers internautes, à vous, je vous dis bonjour et surtout bienvenue dans notre tribunal coutumier. Je vous présente donc mes notables du jour. On va dire bonjour et bienvenue à mon très très cher collaborateur préféré, Pierre Biriou-Nemec. Je commence avec vous ce matin, je ne sais pas pourquoi. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Vous voyez que même la technique ne savait pas que vous commenceriez par moi. Ah oui, bien sûr. De temps en temps, il faut des petites surprises comme ça. D'accord. Je suis très heureux d'être l'heureux élu ce matin. Oui. D'accord. J'espère que vous ne serez pas polyandre. Je sais pas. Parce que vous avez un béguin pour l'oreille. Je ne sais pas s'il le sait. Je ne sais pas s'il le sait. Vous venez de dévoiler un très gros secret. Donc, nous sommes heureux d'être là. Oui. Oui, pour être plus sérieux, vous avez pris sur vous de mettre sur la table de discussion un sujet très important. Oui. Très, très important. Je ne suis même pas sûr que nous-mêmes, dont les parents, dont le sang a été la victime, nous avons conscience de l'importance de ce sujet. Oui. Parce que d'autres nations qui ont subi moins que nous nous rabâchent les oreilles tout le temps. Et si vous osez même minimiser ce qui leur est arrivé, ça peut être une cause de guerre. Je ne veux pas parler ici d'un peuple qui impose qu'on ne parle jamais, qu'on ne minimise jamais ce qui lui est arrivé, mais pour un petit temps. Oui. Ce que vous dites là nous est arrivé sur 400 ans, mais dans une sauvagerie inimaginable. L'histoire a ce site particulier qu'elle finit toujours par imposer la vérité. Oui. Gandhi disait, aussi loin que je me souvienne, les voies de la vérité et de l'amour finissent toujours par triompher. Vous avez déjà vraiment hâte d'entamer la discussion sur notre thématique du jour. Je pense que je ne vais poser aucune question sur ce plateau. Dès que je prononce un nom, vous commencez tout simplement à parler, à analyser. Je n'aurai pas de questions à poser. Je vous dis bonjour et à très bientôt. Et qu'est-ce que j'adore votre travail. On aura le temps de revenir, c'est pas grave. On va dire bonjour et bienvenue à monsieur Émile Abondo. Vous êtes internationaliste. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur le plateau de la Grande Palabre, chers notables. Merci bien Claudia. Bonjour à vous, bonjour à mes co-discutants d'aujourd'hui qui sont des co-panélistes bien étoffés. Et des notables. Et au-delà de leur notabilité, ils sont devenus des icônes. C'est un vrai tribunal coutumier. Et vous allez donc vous rendre compte que, loin d'être des icônes, ils sont devenus des acteurs incommensurables, non seulement de la scène sociopolitique, mais aussi du relais de la tradition socio-anthropologique d'origine africaine. Oui. Et cela relève d'un domaine, la sacralité de l'individu. Et vous comprenez pourquoi ils sont non seulement des notables, mais aussi des icônes. Mais c'est pour vous dire que c'est toujours un plaisir de faire la télé avec vous, mais c'est toujours aussi un honneur, mais surtout ce que les économistes appellent un avantage comparatif d'être l'invité de NTV. Et habituellement, on a coutume
de voir et de recevoir l'actualité mondiale à l'orée des guerres. Oui. On a parlé de la première et la deuxième. On parle actuellement de la guerre russo-ukrainienne et actuellement on voit le monde à faire la tripartite Israël-Iran, États-Unis-Iran. On a oublié certains événements constitués, ce qu'on appelle dans les relations internationales, des événements qui constituent des événements monstres. Oui. Leur monstruosité repose sur le fait que non seulement ils occupent l'espace, mais surtout le temps. Vous voyez, vous avez mis sur la scène une thématique qui a commencé il y a 4 siècles. Oui. Et vous comprenez quelle portée didactique, axiologique, mais surtout synalagmatique. Pourquoi? Du fait de la réciprocité de ce qu'il y a eu un événement qui a concerné 2 acteurs, mais cet événement a aussi une portée internationaliste parce qu'elle sort du cadre bilatéral pour le cadre multilatéral en posant le problème des rapports interindividuels sur l'échiquier international. D'accord. Histoire pour sortir, permettez-moi de sortir. Histoire pour sortir, de célébrer mais aussi de féliciter le top management de NTV du fait du choix de ce thème, mais surtout aussi de vous féliciter vous-même du courage que vous avez à porter ce thème sur l'échiquier international. Merci à vos millions de téléspectateurs. De faire comme ça avec un point. Vous l'avez déjà fait. D'accord, merci beaucoup, monsieur Émile Abondo. Petite question un peu insolite, j'espère que vous n'avez pas également un peu de béguin pour moi. Hein? Ben écoutez, qui peut bouder votre partition? D'accord. Qui suis-je? On va dire également bonjour à monsieur Crépin Bala. Vous êtes historien, professeur des lycées et collèges en histoire, c'est bien cela. Bonjour et bienvenue. Bonjour Claudia, bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Oui. Avant d'introduire, je voudrais saluer ici, sur ce panel, les intelligences qui vont nous accompagner durant cet échange. Et particulièrement à mon ancien enseignant, je n'ai pas voulu le dire, en off, monsieur Pierre Biroun-Yemek, fut mon enseignant en 4e, il y a de cela près de 15 ans, au lycée classique et moderne de Boulova, enseignant d'anglais. Enseignant d'anglais. Oh ça va peut-être vous surprendre, puisqu'on le connaît beaucoup plus sur la casquette de philosophe. En effet. Voilà, donc il m'a enseigné en anglais. Et je suis très heureux, c'est-à-dire c'était un plaisir. Et vraiment... Qui finalement apprend tant à du béguin pour moi. Moi, ça me fait plaisir. Hein. En amour, il n'y a pas d'âge. Bonjour, Jeff Emmanuel. Bonjour, Claudia. C'est naturellement un plaisir. Je pense que c'est partagé. Si j'ai du béguin pour vous, c'est seulement que vous aurez du béguin pour moi. Vous me taquinez depuis quelques jours, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu des acteurs. Oui. Alors, bonjour à nos millions de téléspectateurs et internautes de par le monde. Bon après-midi, sinon bonsoir, selon votre heure d'écoute, parce que je sais que dans le monde entier, nous n'avons pas la même heure. Et donc, ils nous écoutent chacun dans son coin, à son heure. Voilà pourquoi le bonjour, bon après-midi, bonsoir. Naturellement, comme je vous l'ai dit, une espèce d'officier de réserve. Je suis prêt à tout moment. D'accord. Merci beaucoup, Jeff Emmanuel Ribam, d'être présent sur le plateau de La Grande Palabre ce mardi. Eh bien, chers invités, avant de repasser la parole à Pierre Biroun-Yemek pour découvrir la sagesse du jour, petite mise en bouche exceptionnelle ce matin, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est pour moi un sujet pas mal intéressant, une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. On va dire que l'histoire se déroule du côté du Congo, Kinshasa, de Félix Tshisekedi. On a vu un médecin justement qui recevait une femme enceinte dans son bloc ou dans sa salle d'accouchement. Eh bien, on se rend compte qu'après l'accouchement, qui a été justement difficile, il fallait donc opérer ce qu'on appelle très souvent le curettage. Et ce curettage s'est passé dans des conditions assez brutales, sans anesthésie. On a donc vu ce médecin qui a donc perpétré des actes de violence sur la dame en question, Jeff Emmanuel Ribam. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo. C'est assez compliqué, des images, on va dire, un peu insoutenables. Étant donné que l'accouchement, c'est pas du tout donné, hein. C'est assez difficile, c'est très douloureux. Et je sais de quoi je parle parce que je suis maman. Si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez quand même dire un mot sur le sujet. Je pense que honnêtement, la médecine est une science où il ne faut pas beaucoup s'amuser. C'est ça ou ce n'est pas ça. À la moindre écartade, vous pouvez mettre une ou des vies en danger. Donc, s'engager à le faire si on n'a pas la maîtrise ou l'expertise, il vaut mieux s'abstenir. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai quand même eu la grâce de naître
Mon géniteur, c'était un chirurgien. Oui. Il était généraliste et il avait une très grosse expérience en matière d'accouchement. Les cas de césarienne aujourd'hui qui sont devenus pratiquement vulgaires, mon père les avait transformés pour lui comme en séance d'entraînement parce qu'il est transformé en accouchement normal par voie basse. Il n'était pas médecin à l'époque-là, c'était un infirmier major, mais je vous assure, mon père, quand il n'était pas là, le médecin disait que son patron n'est pas encore arrivé. Il faut aller appeler monsieur mon père. Il faut qu'on le fasse venir très vite. Oui. Parce que les situations difficiles comme celle-là, où c'était tellement difficile et où les femmes s'entendaient dans des situations dangereuses avec la vie qui commençait à s'incliner, quand mon papa arrivait, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer comment il a eu cette main facile-là. Oui. Quand il faisait sa consultation, il disait au docteur, écoutez, patron, ça va se passer dans des conditions habituelles. Laissez-moi faire. Oui. Il s'entourait de 3-4 autres infirmiers comme lui. Oui. Et il faisait son opération par voie basse. Et le médecin avait été subjugué au point où il se demandait toujours, mais où est-ce que vous avez fait votre formation? Finalement, c'est vous le docteur ici. Il n'avait pas peur de dire à mon docteur. Pose beaucoup de questions. Pourquoi en est-on arrivé là? Est-ce qu'il a eu le temps de prendre les dispositions pour ci ou pour ça? J'avoue que c'est insoutenable. J'ai de la peine à pouvoir m'exprimer là-dessus parce que c'est difficile à comprendre. Pour n'avoir pas été à côté pour avoir les bonnes explications. On voit juste les images. Comment comprendre ce qui s'est passé? D'accord. Comment comprendre ce qui s'est passé? Il faut dire que c'est l'une des interrogations qui taraudent les esprits des millions d'habitants dans le monde entier. Tous ceux-là qui sont tombés sur cette vidéo, Trépambala, génération tête baissée. J'imagine que vous avez votre téléphone portable Android. Vous êtes certainement tombé sur cette vidéo. C'est donc une actualité qui se déroule du côté de l'hôpital général de référence de Kinkole, du côté du Congo de Kinshasa. On parle ici de monsieur David Balanganaï, qui a donc justement fait tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment. Il faut dire qu'il a été condamné à une peine de 10 ans de prison. Ça fait polémique, beaucoup. Oui, ça doit normalement faire polémique. Oui. Vous savez, le métier de médecin, ou bien tous les métiers qui tournent autour c'est-à-dire dans l'optique de sauver les vies. Oui. Ce sont des métiers très sensibles. Et je crois que la vidéo proposée sur le net, qui fait carton sur le net, doit interroger la déontologie du métier de médecin. Qui doit être médecin? Est-ce que dans les facultés de médecine à travers le monde, on insiste encore vraiment sur la préservation de la vie, la sacralité de la vie? Parce que si vous êtes conscient du fait que la vie humaine est unique, elle est sacrée, il y a des pratiques que vous ne devez pas faire. Et je suis, comme tout le monde, certainement très choqué par cette situation. Vous imaginez bien que c'est une mère de famille et que 10 ans, qu'on puisse donner 10 ans seulement. Est-ce que c'est une sentence méritée pour vous? Elle est méritée et moi, je crois même que cette sentence doit aller au-delà de 10 ans. Oui. Quoi, la perpétuité? Bon, peut-être pas la perpétuité, mais 10 ans quand même, c'est comme un cadeau de Noël. Et je crois que ces genres d'actes immoraux doivent être sanctionnés avec la dernière énergie pour que nous ne puissions plus, dans l'avenir et dans d'autres pays également, vivre ce genre de situation malheureuse. Est-ce que vous avez peut-être, je ne sais pas, votre petite amie ou une amie qui est enceinte, est-ce que vous avez déjà vécu quand même le processus d'accouchement d'une femme? Oui, à travers les membres de ma famille et certains commentaires également de nos sœurs, de nos amis de sexe opposé. S'il est dit, je n'ai pas encore enfanté, mais il est dit, je ne suis pas une femme, donc il est dit que c'est quand même très, très, très douloureux. Et c'est ce que les femmes ont l'habitude de dire, quand vous faites des problèmes à une femme, elle va te dire que, ou bien à votre mère, si vous manquez de respect à votre mère, elle va toujours vous rappeler que, mais est-ce que tu sais, la souffrance que j'ai eue. Non, ce n'est pas comme on dit, c'est très douloureux. Les contractions, c'est une autre douleur. Vous ne pouvez pas imaginer, vous les hommes, je sais, vous êtes en train de vous dire non, les femmes, vous exagérez. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est vraiment très douloureux. Je sais de quoi je parle. Alors, monsieur Émile Abondo, est-ce que vous avez regardé ces vidéos sur les réseaux sociaux? Bien évidemment, vous savez, c'est d'abord atroce. Oui. Vous voyez, c'est une image. Ça me rappelle un aspect des relations internationales, mais surtout le droit international public, qui parle du traitement inhumain et dégradant.
Vous voyez, cette femme a reçu ce que le droit international public appelle un traitement inhumain et dégradant. Vous voyez. Mais je voudrais vous rappeler la portée d'un tel geste. Ce geste relève de ce qu'on peut appeler des pratiques psychédéliques. Psychédéliques, pourquoi? Parce que vous voyez là un rituel inimaginable, un rituel qui est forcément inhumain, un rituel qui sort de l'ordinaire. Et cela nous amène à comprendre que certains médecins ne savent pas pourquoi à leur sortie, ils prêtent un serment, dit le serment d'Hippocrate. Mais savez-vous qui est Hippocrate? Pour vous ramener un peu dans l'histoire de la philosophie. Parce que moi, je suis un spécialiste de l'histoire de la philosophie. Vous savez, Hippocrate relève de cette philosophie de l'Antiquité, mais qui participait, qui tablait sur l'épicurisme, le principe de plaisir. Mais maintenant, l'objectif du principe de plaisir, c'était de faire en sorte que le corps subisse de moins en moins de douleur. C'est-à-dire qu'il faut avoir vu là où une femme accouche, pas n'importe quelle femme, mon épouse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mon deuxième fils, qui certainement, il est à Polytech et je le salue au passage. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes très loin du centre hospitalier. Et ma femme a l'habitude de faire ses soins et son suivi médical dans un centre hospitalier et elle voudrait absolument aller accoucher là-bas. Elle commence donc le travail à 1h01 de la nuit à 1h du matin. On est obligé de sortir. Je n'avais pas encore de véhicule pendant on va à pied, l'un portant le premier bébé, moi portant le sac et j'étais avec la belle-mère en plein carrefour. Elle dit que la poche des autres, c'est des choses que je n'avais jamais vues, mais je suis obligé de vous les raconter du fait de l'expérience que j'ai vécue et que je vous dis, j'ai vécu cela en direct, pas de la part de quelqu'un d'autre, mais de la part de ma responsabilité. J'avais les moyens, mais je n'avais pas la possibilité de la porter de ce carrefour pour l'hôpital. On a étalé le drap et la serviette au sol, ça s'est passé là. Incroyable. Vous voyez, ça, de moi et haïssable. Cet enfant est né. Et lorsque après cette naissance, on cogne à une porte. Le hasard a voulu que la première porte à laquelle on a cogné, ne serait-ce que pour un premier secours, c'est tombé sur la porte d'une infirmière. Alors qui a assuré les premiers soins à la va-vite et autres, c'est allé très salutaire. J'appelle toujours cet enfant l'enfant porte-bonheur. Parce que tout s'est tellement bien passé. Le petit sou que j'avais dans la poche qui était insuffisant a permis à ce que je puisse juguler la scène et tout. Et on est rentré, il est bien portant jusqu'à présent. Pour vous dire ceci, si quelqu'un abuse d'une femme qui vient d'accoucher, je vous dis c'est inhumain. Cela ne relève pas de l'humanité. Et c'est difficile à valider, c'est difficile à admettre. De là à penser qu'on a seulement pris une peine. Je procède à l'époque, c'est-à-dire je mets ça en parenthèse et me dis que peut-être on aurait dû prendre un peu plus de cette peine qui a été faite. Merci pour cette histoire que vous partagez avec nous, Monsieur Émile Abondo. Alors Pierre Blériot-Niemek, sur les réseaux sociaux, il y a donc deux camps qui s'opposent concernant cette histoire. Il y a justement certains médecins et même une certaine tranche de la population qui estime que le médecin a bien réagi parce qu'il voulait sauver la vie de cette dame, et d'autres qui estiment que vraiment c'était très exagéré les gestes et l'action qu'il a eu sur la petite Dorcas. Elle aurait apparemment 19 ans seulement. Bon, il n'a pas agi en tant que médecin, parce que s'il avait agi en tant que médecin, il n'aurait pas posé les actes qu'il a posés. Il a agi en tant qu'être humain, avec une faiblesse humaine. Il a cru faire une répression et il s'est laissé emporter par la colère. La colère est mauvaise conseillère. Une fois qu'on est en colère, on peut poser des actes très irréfléchis. Mais je m'interroge aussi, c'est vrai, nous sommes à l'ère du téléphone à tout moment, partout. Qui filmait? Comment ça s'est passé? Parce que est-ce que la personne s'attendait à ce que ça se produise? Il se dit que c'est ce monsieur David qui a demandé qu'on filme la scène, c'est ce qu'il se dit sur les réseaux. Bon, si c'est lui qui a demandé, il croyait donc avoir posé un bon acte. Mais pour ce que nous avons vu, la clameur populaire s'est soulevée. Maintenant, déjà je rends hommage à mon ancien élève, honnêtement je ne l'ai pas reconnu, ça fait beaucoup d'années, et puis en quatrième il devait être tout petit garçon. Donc aujourd'hui, les enfants qui le connaissent. Voilà, il a des formes qu'il n'avait pas. Si on lui donne ces formes de la quatrième, sa femme actuelle ne va pas accepter. Elle va fuir. Donc, mais c'est toujours bien de recevoir ce genre de témoignages. Mais pour revenir sur la situation, il a dit que 10 ans c'était petit. Non. À la vérité, le magistrat n'invente pas la loi.
Nous avons d'ailleurs souvent poussé la justice à punir plus que ne prévoyaient les textes. On qualifie une infraction. Et elle est circonscrite. Elle est encadrée. On ne va pas dire que, comme il a tapé sur une femme qui venait d'accoucher, cette infraction devient une autre infraction qui va jusqu'à 20 ans. Non. 10 ans d'une vie, c'est beaucoup. Mais c'est mérité. Oui. C'est pour décourager tout autre esprit à agir de la sorte. Que ce soit les médecins, les enseignants, toutes les personnes qui sont en contact avec les humains. Il faut éviter de mettre notre subjectivité individuelle en avant. Oui. Je sors par un petit truc qui m'est arrivé dans mon métier d'enseignant et qui m'a enseigné beaucoup. Alors, c'était des élèves d'une classe de 5e au lycée des Bolva rural. Effectivement, en cours d'anglais. Les élèves m'avaient énervé et je leur avais demandé de se coucher au sol. Et le sol n'était pas cimenté. Oui. C'était un mardi. Toute la salle, alors ils se sont couchés. Ben, eux, ça les amusait. Et un des censeurs qui passait par là a vu la scène, il est venu. Il m'a appelé à l'extérieur. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait là? Je dis, je les ai punis. Il dit, mais attends, le sol là, il n'est pas... Il était poussiéreux, le sol. Mais ces enfants, beaucoup d'entre eux n'ont qu'une seule tenue. Et on peut avoir des choses dangereuses. Tu as réfléchi? Je n'ai pas voulu te reprendre devant les enfants. Va régler ça et je ne sais pas comment l'administration va gérer ça. J'ai eu la peur de ma vie. Je suis rentré en classe, je leur ai demandé de se lever. Ils étaient tous en poussière. J'ai eu la peur de ma vie, mais ce censeur m'a encadré. C'était un professeur de philosophie en même temps. Oui. J'étais dépassé. En fait, je n'avais pas réfléchi à l'acte que je posais, à la nature de la punition. Et ni aux conséquences même. Ni aux conséquences. On ne dit pas de punition dégradante. J'avais posé là et humiliante. Oui. Mais les enfants de 5e, ils en riaient. Mais il n'y avait rien de risible. Je vais vous dire que depuis cette date-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais porté main sur un élève et autre. Je me suis limité à dire, ne fais pas ça. Hein. Oui. Donc, cela a lavé mon propre cerveau. Je dis que l'émotion avait pris le dessus, la subjectivité avait pris le dessus. J'aurais mérité une belle punition. Vous imaginez des parents, et ces enfants, je les ai suppliés de se nettoyer. Ben, c'était terrible. Bon, dans son cas, oui. Il exerce de la violence et on voit qu'il perd son contrôle. Ah oui, tout à fait. Vous voyez, la sagesse du jour va nous interpeller tout à l'heure. D'accord. On va justement prendre une réaction concernant cette actualité. Bonjour Claudia, bonjour à Pierre Blériot, aux panélistes. Vraiment, c'est terrible de voir des personnes censées être nos médecins poser ce genre d'acte de désacralisation de la personne féminine, surtout dans une épreuve aussi difficile que l'accouchement. Moi, je pense que ce médecin pratique le vaudou. Il n'est pas différent de Noifo. 10 ans, c'est même peu. On aurait dû lui administrer une fessée nationale avec de l'embastillé. Vraiment, le papa en veste noire là, avec ces mots-là, dites-lui de parler ainsi quand il est avec Niemek. On ne comprend rien. La cicatrice de Toulouse. D'accord. Monsieur Émile Abono, j'espère que vous avez compris la préoccupation du téléspectateur. Vous ne parlez pas assez haut. Ah, on ne parle pas assez haut? Ah oui. Ben écoutez, non, c'est pas ça sa préoccupation. Je crois qu'elle doit parler il parle du niveau de l'âme. Du niveau de l'âme. Écoutez, je voudrais dire, je voudrais dire à la téléspectatrice, je n'ai pas compris ça, téléspectateur. De voir que dans les affiches, on m'a invité là comme internationaliste. D'accord. Donc nous sommes dans la scène internationale. La scène internationale a son vocabulaire et je comprends son besoin de ramener mon vocabulaire à son niveau. Je voudrais lui dire que j'en tiendrai compte et que nous sommes là pour clarifier la lanterne de nos téléspectateurs. Et il est de leur devoir de demander la compréhension et surtout la portée didactique et pédagogique de notre plateau et des icônes et même des patriarches avec lesquels nous sommes. À chaque mot soutenu, utilisé, il faut quand même avoir une petite... Cela relève d'une pédagogie qu'on va assumer. D'accord, très bien. Chers téléspectateurs, on va prendre donc la toute première transition de ce programme. On se retrouve tout juste derrière. Vous savez ce qui nous attend, la sagesse du jour. À tout de suite. Perdre une seconde de plus, Pierre Blériot-Niemek, la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit ce qui suit. La vraie force, c'est quand la patience est utilisée comme arme.
La vraie force, c'est quand la patience est utilisée comme arme. Tout le monde court, tout le monde s'agite, tout le monde veut aller vite, mais très peu gagnent. Pourquoi? Parce que la vraie force n'est pas dans la précipitation, elle est dans la maîtrise. La vraie force, c'est quand la patience devient une arme. Pendant que certains parlent trop, d'autres observent. Oui. Pendant que certains réagissent, d'autres réfléchissent. Pendant que certains se brûlent, d'autres construisent. Oui. Quand je disais que le médecin ferait bon jeu d'écouter la sagesse de ce jour, la patience est une arme terrible. Mais la patience n'est pas le fait de rester là sans rien faire. Hein. C'est une arme qu'on doit utiliser de manière stratégique, attendre le moment adéquat pour agir. Observer, réfléchir, encaisser, mais sans fléchir. Oui. Donc, j'ai tiré cette sagesse d'une chanson de la feu Maman Guéa. Bon, elle dit dans sa chanson où elle est sanée, elle dit la patience dépasse toutes les autres vertus. D'accord. La vraie force, c'est quand la patience est utilisée comme arme. C'est ce qu'il fallait retenir de la sagesse de ce matin. On repart en transition. On se retrouve tout juste derrière pour les journaux du jour. C'est la revue de presse. À tout de suite. Chers internautes, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Avec le quotidien Mutation de Georges-Alain Bouillemont, on parle ici du calendrier électoral, le coup de verrou, en procédant à une prorogation au forceps du mandat des députés et bientôt des conseillers municipaux. Le pouvoir tient manifestement à brouiller les cartes et gagner du temps après la douche froide de la présidentielle. L'information est donc à lire en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. Même son de cloche avec le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, qui revient justement sur cette actualité concernant la prorogation du mandat des conseillers municipaux. La loi va évoluer, écrit Marie-Claire Nana. Un projet de loi déposé par le gouvernement hier au Parlement vise à arrimer les dispositions de l'article 170 du Code électoral sur la durée de la prorogation du mandat des conseillers municipaux à celle des députés. Marie-Claire Nana est justement plus précise en page 6 du quotidien à capitaux publics paru donc en kiosque ce mardi. Le quotidien Émergence est également au parfum de cette actualité. On s'intéresse ici aux conseillers municipaux vers un mandat sans limite déposé à l'Assemblée nationale. Le projet de la loi modifiant le code électoral supprime le plafond de 18 mois encadrant la prorogation du mandat des conseillers municipaux. Lire donc le commentaire de cette actualité en page 5. Le bi-hebdomadaire Le Point de Thierry Patrick Ondoa parle d'abus, laxisme, inertie, fonction publique, sclérosé, autant pour moi. Il faut savoir que selon Thierry Patrick Ondoa, le travail décent fait des émules dans certains pays africains. Au Cameroun, entre une volonté affichée mais torpillée par les mêmes pouvoirs publics, la gouvernance piétinée, les fonctionnaires et agents publics, grands bénéficiaires de ce droit fondamental, participent à couler la République à travers des comportements indélicats, irrévérencieux et inciviques. Conséquence, l'argent du contribuable est lapidé et dilapidé chaque fin du mois sans que la patrie décolle. Le Point étale justement cette actualité de la page 5 à 8 ce matin. Le quotidien Le Messager est également en kiosque ce deuxième jour de la semaine. On parle ici de blanchiment des capitaux. Yaoundé déclare la guerre, réunis dans la capitale depuis hier. Experts nationaux et internationaux renforcent leur capacité autour d'un objectif commun, récupérer les avoirs criminels sous la coordination et l'œil avisé de la société et recouvrement des créances du Cameroun. L'information est détaillée de la page 6 à 7. Le cri hebdomadaire La Météo s'intéresse également à la criminalité financière. Le Cameroun renforce ses capacités de lutte, présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele. La cérémonie d'ouverture de la formation nationale des experts par le Bureau national de l'OIPC Interpol a eu lieu ce 30 mars à Yaoundé, à Printemps. L'économie quotidien des Thierry Ekouti, le premier quotidien économique de la zone SEMAC, s'intéresse au recouvrement des avoirs criminels, l'urgence d'une synergie entre les acteurs. La page 3 nous renseigne que ceci devrait permettre de rendre plus efficaces les opérations menées par la société de recouvrement des créances. À l'initiative de la SRC, l'OIPC Interpol et de la DGSN ont lancé une formation à l'effet de renforcer les capacités des acteurs impliqués. Nous écrit justement Thierry Ekouti ce matin.
matin. Et je clôture cette revue de presse avec le quotidien Réalité Plus de Paul Gouarikindi et qui nous propose 2 actualités. On parle d'abord du Fundi. Aruna Issa fait sa King Matassa, choc des jeunes. L'information est à lire en page 4. Et cette autre actualité relayée par le quotidien Réalité Plus, on revient ici sur la venue du pape Léon XIV qui arrive justement au Cameroun le 15 avril prochain. Tout le monde sera content. Pensez aux maires et à leurs adjoints. Son salaire depuis 5 mois, nous apprend ce journal. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de la lecture des journaux parus en kiosque ce mardi matin. Nous n'allons pas justement faire un commentaire sur les différentes actualités. Il n'y a pas de problème. On reviendra peut-être demain avec d'autres informations telles que relayées par les journaux de mercredi. On va donc prendre une transition pour justement repasser la parole à Pierre Biruniemec pour voir ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays. On se dit tout simplement à tout de suite. Et bon retour sur le plateau de la grande palabre. Pierre Biruniemec, moi je sais que le Cameroun se porte bien. Hein. Moi je sais que le Cameroun se porte bien. Pas vous? Oui, le Cameroun se porte si bien qu'il invite ses députés, ses parlementaires à violer la loi. Oui. À violer la loi aux yeux et au vu, au su de tout le monde. Le mandat des maires était bien encadré. Oui. Il a commencé et il est limité en termes de prorogation. Le président ne peut le proroger que pour une période cumulée de 18 mois. Le principe le plus simple dans le droit, c'est que la loi n'est jamais rétroactive. Oui. Même si vous n'avez pas été à Soi, même si vous n'avez pas été à Douala, à N'Tchang, et vous savez qu'on vous dit vulgairement la loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le Parlement venait à voter cette loi-là, qui permettrait au président de proroger ad vitam aeternam le mandat des maires, cela ne devrait pas s'appliquer au mandat en cours. Il faut que les juristes sortent pour parler. Cela ne devrait pas, parce que ce mandat, quand il a démarré, il était soumis à une loi. Oui. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut donc pas, au cours de ce mandat-là, que les maires ont reçu, un mandat de 5 ans, avec une limite totale de 6 ans et demi. C'est-à-dire 18, si le président proroge, ça ne peut faire que 6 ans et demi. Maintenant, au cours du mandat dont ils jouissent, on veut changer la loi et la leur faire appliquer. Pour qu'on se comprenne bien, le mandat du président actuel est de 7 ans. Il pourrait donc tout aussi bien introduire une nouvelle loi au Parlement qui ferait que son mandat puisse être prorogé de 7 ans à 10 ans et rendre cette loi applicable au mandat en cours. D'accord. Ça, c'est totalement à refaire. On comprend que le pouvoir est fatigué. Et ça, on avait bien dit qu'il fallait laisser. On n'a pas voulu laisser. Maintenant, le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient plus, rien ne se fait plus. Mais même les élections, et l'excuse n'est pas qu'on n'a pas d'argent. Non, on a l'argent. On a l'argent, on a beaucoup d'argent pour attendre le pape. Vous ne pouvez pas imaginer les milliards qu'on a décaissés pour les routes qu'on ne croyait pas pouvoir faire. Il ne s'agit donc pas de contraintes budgétaires. Non, on n'a pas de contraintes. Un seul ministre camerounais, je peux citer, peut financer l'organisation des élections au Cameroun. On a beaucoup d'argent. Il s'agit d'une situation où les gens veulent violer. D'ailleurs, on est en train de mettre la démocratie de côté, mais violer aussi la loi et pousser les parlementaires, parce qu'eux-mêmes viennent de bénéficier de leur prorogation. Mais il faut au moins, eux, c'était dans la loi. Je m'attends à ce que les parlementaires, au moins ceux de l'opposition, relèvent l'incongruité de cette loi. Au pire des cas, que le Conseil constitutionnel se prononce sur la non-constitutionnalité de cette loi-là. On ne peut pas le faire. Avouez maintenant que vous êtes déjà dépassé, que vous ne pouvez plus gérer. Organiser les élections n'est pas une chose qu'on fait si on veut ou si on ne veut pas en démocratie. On est obligé d'organiser les élections. Mais où en sommes-nous là finalement? Le président va finalement organiser aussi la prorogation de son propre mandat. Dès qu'il sera presque à terme, il va dire que bon, j'ai déjà prorogé tous vos mandats, non?
D'ailleurs, ce qu'on nous dit même, Oui. c'est que comme il a fini avec l'Assemblée nationale, il a fini avec le Sénat, Oui. maintenant il va sortir une loi où il va dire que l'un de ses enfants s'assied à sa place. D'accord, merci à vous Pierre Biriou-Niemek. Voilà donc ce qu'il faut refaire dans notre pays. Alors monsieur Émile Abondo, cette prorogation du mandat des conseillers municipaux, le quotidien Capitaux Publics nous le révèle également ce matin, la loi va évoluer. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous dit Marie-Claire Nana ce matin. En quoi est-ce que cette loi va évoluer? On se pose la question. Ben écoutez, c'est un fait inéluctable, c'est un fait indéniable que de reconnaître le dynamisme de la loi au sein de la société. Oui. On dit souvent que ce sont les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc la loi épouse les contours, non seulement de la modernité, mais aussi de l'évolution de la société. Mais il y a aussi un autre paradigme qui tient compte de ce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc il faudrait que ceux qui s'arment pour refaire la loi sachent que la loi a sa rigueur, sa rigidité et son applicabilité. Donc, la loi qu'on est en train de mettre sur pied ou alors qu'on a mise sur pied, qui existe déjà, il faudrait déjà participer à l'appliquer. Et pour mieux l'appliquer et pour qu'on puisse respecter la nouvelle réglementation à venir, il faudrait déjà que les populations voient comment on applique la loi antérieure. Oui. Et mais maintenant, si la loi est dynamique, personne ne peut bouder le dynamisme de la loi. Mais pour quelle fin? Le problème de la société, c'est la théorie des fins. Voyez, Oui. tout acte qu'on pose au sein de la société devrait participer au bonheur de l'homme. Donc, il devrait concourir à l'humanisme et à l'humanisation de la société, c'est-à-dire de promouvoir le bien-être social. Et ce bien-être social devrait profiter prioritairement et premièrement aux hommes. Oui. Et de ce point de vue, si la loi s'oriente vers ce sens-là, il n'y a pas de problème. Le second aspect, c'est que nous sommes fondamentalement une société démocratique. Il faudrait donc aussi que ce soit une loi qui oriente l'encadrement de l'idéal démocratique. Oui. Donc, il faudrait donc pas que ce soit une loi qui fait 2 poids 2 mesures. D'un côté, elle piétine la démocratie et de l'autre, elle prône l'ouverture à la démocratie. Donc, en fait, on ne sait pas déjà, puisqu'on ne peut pas juger dans la boule de cristal, on ne sait pas l'orientation que prendra la loi, mais on sait que la particularité et le caractère fondamental d'une loi, c'est qu'elle est dynamique comme toute société humaine. La preuve, avant vous étiez bébé, mais Bien maintenant sûr. vous êtes Madame. une jeune dame prisée par tout le monde. Ah oui. Je suis le regard des copanélistes. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver comme ça, comme cette maman du village qui, au lieu d'évoluer à 2 jambes, évolue à 3 pattes. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je vous le souhaite, parce qu'il faut naître, arriver à son apogée, mais aussi vieillir, c'est-à-dire celui qui prend sa retraite, la retraite est méritée fondamentalement. Donc à l'Assemblée nationale, on refuse la vieillesse finalement. Mais il faut savoir vers quelle orientation voudrait nous amener le vademecum de la loi. D'accord. Et si on a cette orientation, je crois que tout le monde va se calmer. Ceux qui sont contre vont s'agiter, ceux qui sont d'accord resteront calmes et ceux qui ont des doutes voudront mieux comprendre. D'où l'impact pédagogique de cet aspect, la loi va évoluer. D'accord. Merci à vous, monsieur Émile Abondo, pour votre analyse concernant justement cette actualité. Jeff Emmanuel Ribam, je pense qu'on s'achemine justement vers l'annulation définitive pour le cas de cette année 2026 des élections législatives et municipales au Cameroun. Le quotidien Mutation l'écrit très bien ce matin, parlant du calendrier électoral. C'est un véritable coup de verrou. Tout est bloqué. Tout est bloqué et la question qu'on devrait se poser, y a-t-il encore démocratie dans notre pays? Oui. Est-ce ça la démocratie? Vous avez des députés dont le mandat a été prorogé, maintenant passe au niveau des conseillers municipaux. Ce n'est pas un peu grave quand même, monsieur. On pouvait comprendre, comme le disait Pierre Biriou, avec les députés à l'Assemblée nationale, mais parler de proroger le mandat des conseillers municipaux au Cameroun, pour moi, c'est assez exagéré quand même. En fait, le boulevard de la démocrature, c'est ouvert. C'est un boulevard pour la démocrature. Ça veut dire qu'on prétend prôner la démocratie, mais cela n'en est pas une en réalité. Alors, quand vous avez des gens qui n'ont plus de légitimité, ben, ils parlent au nom de qui? Au nom de qui parle-t-il? C'est le peuple qui leur prête leur voix pour parler en leur nom. Mais à partir du moment où ils n'ont plus le mandat du peuple, pour qui ils sont là? Donc, pour moi, je pense que tout est en train d'aller dans le sens contraire de la logique. On aurait souhaité que les lois telles qu'elles ont été conçues, que les choses s'appliquent de manière naturelle et logique. Prorogation sur prorogation, c'est quoi le projet? C'est quoi l'objectif?
Oui. Qu'est-ce qui est compliqué entre proroger... On finira par faire les élections là. Ils n'ont qu'à les proroger comme ils veulent. On finira par les faire. Voilà. Mais ce n'est pas ce qui se dessine. Hein, on finira par les faire. Oui, en voilà. fait, On finira par faire les élections. Vous voyez donc, ils ont tracé un chemin. Ils nous prennent, comme tout à l'heure, c'est qu'on dit tout le monde. Ils prennent la démocratie, mais ce n'est pas le cas. À partir du moment où vous avez perdu toute votre légitimité, qu'est-ce qui justifie votre présence en l'état actuel des choses là où vous êtes? Vous parlez au nom de qui? Le peuple n'est plus avec vous. La tendance ou la direction a changé. Mais que ces gens-là apprennent tout au moins à comprendre que quand on parle de démocratie, je pense quand même que le peuple reste souverain. Oui. Voilà, c'est une façon simple. Oui. Le gouvernement, le peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais quand le peuple est déjà dissocié de ce qui se décide, alors pour qui travaille-t-on? Pour quel objectif? D'accord. Pour qui travaille-t-on? Pour quel objectif? Trépin Bala, on dit qu'au Cameroun, il n'y a plus de démocratie. Certains s'interrogent même sur quelle orientation politique cette actualité est en train de nous mener. Le quotidien Émergence parle d'un mandat sans limite pour les conseillers municipaux. Je sais que vous suivez également l'actualité politique après l'abrogation du mandat des députés. On parle aujourd'hui de l'abrogation du mandat des conseillers municipaux. Une loi a été déposée à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que pour vous, il est possible que les députés à l'Assemblée nationale puissent faire bloc et refuser d'adopter cette loi-là? Je crois que ça, c'est un exercice un peu compliqué parce que vous savez bien que le Parlement camerounais est configuré de telle manière que le parti au pouvoir est largement majoritaire. Oui. Et quand une proposition de loi arrive, elle émane de la volonté du pouvoir. Oui. Donc, ce qu'on peut interroger, nous sommes d'accord sur le principe, n'est-ce pas, de la dynamique des lois. Mais nous, c'est-à-dire, je parle ici en tant qu'un citoyen camerounais, lambda, nous sommes un peu fatigués de certains élus locaux qui ne travaillent pas. Je dis bien certains, parce qu'il y en a parmi nos élus, que ce soit les maires, les députés, il y en a qui travaillent. Mais il y en a dans d'autres arrondissements et communes qui ne foutent plus absolument rien. Oui. Et ces lois ont tendance à vouloir, ces lois les arrangent. Et c'est ce que nous, en fait, nous déplorons. Hein, parce que nous ne devons pas avoir peur des élections en démocratie. Oui. Il y a ce petit dicton en latin qui dit Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui. Donc, attendons de voir. La loi a été déposée. Elle n'est pas encore promulguée de façon officielle. Oui. Et peut-être quand ce sera officialisé, on pourra juste encore commenter. Mais pour ma part, simplement, je trouve déjà un peu fatigant les élus locaux qui ne travaillent pas. Et à mon sens, il faudrait une nouvelle dynamique au sein de certaines de nos communes qui semblent malheureusement. D'accord. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir posé les mots sur cette actualité. On va également permettre aux téléspectateurs de réagir. Bonjour Claudia. Lorsqu'on compare le Conseil constitutionnel actuel à la Cour suprême d'hier, siégeant en ces lieux et places, le constat est sans appel. Depuis 2018, nous assistons à un recul constitutionnel inquiétant. La loi n'est pas rétroactive, contrairement à ce que tente de faire croire le RDPC. Puis encore, la prorogation du mandat des députés qui exige une validation du Conseil constitutionnel aurait dû faire l'objet d'une décision publique claire et transparente, notamment annoncée au journal du 20h sur la chaîne nationale. L'intention même de proroger devait être communiquée dans des délais strictement encadrés. Or, ces délais ont été purement et simplement ignorés. La loi est impersonnelle et nul ne devrait la manipuler à des fins opportunistes. Il y a quelques mois, on a fait face à la dénaturation du principe du mandat impératif nul qui fut instrumentalisé pour servir des intérêts bassement politiques. À ce rythme, il ne s'agit plus d'une simple dérive. Le Cameroun bascule progressivement d'un État démocratique vers une forme assumée de tyrannie. Il s'agit de la cicatrice depuis Toulouse. Bonjour la grande Claudia et bonjour à tout ton panel, spécialement à mon ancien voisin de maison en Siméon, Monsieur Crépin. Ça fait plaisir d'avoir ces nouveaux visages, je pense à la télé, et de bonnes nouvelles surtout. On a fini avec la démocratie, le gouvernement a fait ses lois comme ils l'entendent. Le bien-être de la population n'est pas leur problème prioritaire. On proroge tous les mandats, on fait des trentaines d'années à un même poste, on privatise les biens de l'État à son compte personnel et ceux qui sont censés s'opposer au gouvernement, à savoir les parlementaires, sont juste une extension de ce gouvernement. C'est Mike qui nous écrit.
Alors, on va prendre ce dernier message. Bonjour à vous sur le plateau. Je vous envoie une image où les parents et l'entourage de mon enfant encouragent ces bêtises. Ça a les drôles, mais c'est décevant. Décevant parce qu'on ne peut remarquer dans la vidéo l'entourage qui encourage des personnes qui se marrent. Avec plaisir. C'est ainsi que ces bourreaux commencent. Ah d'accord, je vois un peu la vidéo. Désolé monsieur, je ne vais pas l'ouvrir. On va plutôt ouvrir la page publicitaire de notre programme. On se retrouve tout juste derrière. On se dit à tout de suite pour la suite. Et si le vrai problème de votre élevage n'était pas la production, mais l'argent que vous perdez sans le voir? Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs travaillent dur, mais gèrent encore leur ferme dans des cahiers ou sur un fichier Excel dépassé. Résultat, difficile de savoir si votre exploitation gagne vraiment de l'argent. Mais tout ça peut changer. Avec Farmap, votre élevage tient désormais sur votre téléphone ou ordinateur. En quelques clics, vous suivez vos bandes, vos dépenses, les médicaments, l'alimentation et vos ventes. Toutes les informations de votre ferme sont réunies au même endroit pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Déjà, plus de 500 fermes dans 16 pays d'Afrique font confiance à Farmap. Moins de confusion, plus de contrôle et surtout une ferme plus rentable. Essayez Farmap dès aujourd'hui sur farmap.app. Farmap, gérez votre élevage comme un pro. Vous recherchez un lieu où les soins de santé sont accessibles à tous, quel que soit votre revenu ou votre statut social. La Fondation Médicale Mère et Enfants Mayonnais vous ouvre ses portes. À la Fondation Médicale Mère et Enfants Mayonnais, vous trouverez des équipes médicales et paramédicales qualifiées et attentives à toutes vos préoccupations. Un plateau technique moderne et confortable pour vous offrir les meilleurs soins de santé. Nous intervenons en médecine générale, pédiatrie, cardiologie, ophtalmologie, gynécologie, suivi de grossesse et échographie, imagerie médicale, kinésithérapie, propharmacie et bien d'autres. À la Fondation Mère et Enfants Mayonnais, vous bénéficiez d'une réduction de 30% pour tous vos examens. Nous sommes situés à Ekié, Ancré Amadou. Contact 6 89 56 00 35 6 52 88 15 66. Fondation Médicale Mère et Enfants Mayonnais, vous servir est notre priorité. De retour sur le plateau de la Grande Palabre. Avant de mettre le cap sur notre thématique du jour, on va justement vous rappeler nos différents supports de diffusion. Comment recevoir Neo Tempra TV chez vous? Ce sera donc par satellite Rascom. On va y aller avec les fréquences à 2,8, je pense, le 0, c'est pourquoi, Blériot? Degrés, d'accord. 0,8 degrés Est, FTA, réception gratuite sur le réseau Swecom en réception KU par fibre optique, canal 132 sur le réseau Créoline Douala au numéro 270 Yaoundé, canal 24 et bien sûr sur nos différentes plateformes digitales. Nous sommes en direct en ce moment sur notre page YouTube Neo Tempra TV, notre page Facebook Neo Tempra TV. Vous pouvez également suivre cette émission en replay sur la page de Pierre Blériot-Niemec officielle sur la page YouTube mais aussi sur Facebook. Il fallait donc faire cette précision pour tous ceux-là qui nous demandent à quand sur Canal en attendant justement la prochaine montée satellitaire. Oui, monsieur Blériot. Oui, mais les techniciens feraient bien de vous faciliter la tâche en affichant cela. Tout à fait. Parce que les téléspectateurs, c'est pas sûr que quand vous leur lisez tous ces degrés-là, ils vont... Donc, qu'ils pensent à afficher cela. Mais également, je fais cette annonce, nous sommes en train de travailler pour notre montée sur Canal+. Inch'Allah, je ne dirais pas dans les prochains jours, parce que quand quelqu'un dit dans les prochains jours, ça ne se réalise pas. Mais très prochainement, nous serons sur Canal+. D'accord. Voilà donc pour ce qui est justement de nos différents supports de diffusion concernant nos différentes émissions. Restez tout simplement connectés car de très très belles choses arrivent. On va donc remettre le contexte justement de notre thématique du jour et je m'en vais de ce pas vous lire un extrait de mes différentes recherches sur les plateformes numériques. Eh bien parlons justement de la crête négrière et de la reconnaissance par l'ONU. Il faut donc savoir que l'ONU a adopté une résolution historique le 25 mars 2026
Reconnaissons donc la traite négrière comme le crime le plus grave contre l'humanité. Cette décision portée par le Ghana a été adoptée par 123 voix pour, malgré l'opposition de certains pays et de nombreuses abstentions. La résolution appelle les États membres à présenter des excuses officielles et à envisager des contributions à un fonds de réparation. Bien que ces décisions soient symboliques, elles relancent le débat sur les réparations liées à la traite transatlantique et soulignent l'importance de remédier aux torts historiques subis par les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Les puissances occidentales pour aller travailler dans les plantations en Amérique. Pourquoi en Amérique, justement? Oui. Parce que en 1492, oui. Le Nouveau Monde a été découvert. C'est-à-dire l'Amérique, Christophe Colomb découvre l'Amérique et il y a un besoin d'une main-d'œuvre pour exploiter cette terre nouvelle qui vient d'être découverte, oui, mais qui n'était pas inexistante parce qu'il y avait déjà des peuples installés, ce qu'on appelle les peuples amérindiens. Ça veut dire que, je ne vous coupe pas, c'est pour ça que parfois on dit qu'il y a cette polémique sur la découverte de Christophe Colomb avec l'Amérique. Donc si c'est une terre qui était déjà habitée, comment on se retrouve à dire qu'il a découvert l'Amérique? Non, il n'a pas inventé l'Amérique. Oui. Les gens ne confondent pas. Christophe Colomb n'a pas inventé l'Amérique. L'Amérique était un continent qui existait déjà. Oui. Lui, il cherchait la route des Indes. Il voulait se rendre en Inde et il s'est retrouvé dans un territoire inconnu par les Occidentaux. Et c'est pour ça qu'on a baptisé ce territoire le Nouveau Monde. Donc ce n'était pas, il n'a pas créé, il n'a pas fabriqué l'Amérique puisque les peuples comme les Incas, les Mayas, les Aztèques et autres étaient déjà très bien installés. Donc le besoin donc, de la main-d'œuvre a poussé les Occidentaux, les grandes puissances commerciales de l'époque, telles que l'Espagne et la Grande-Bretagne, la France, à venir chercher de la matrice, de la main-d'œuvre au niveau, n'est-ce pas, du continent africain. Pourquoi? Pour des causes d'abord biologiques. Les Incas, les Occidentaux ont trouvé les Incas un peu génétiquement un peu plus faibles sur le plan génétique pour supporter des travaux dans des champs de canne à sucre et autres. Et il y a également la génétique occidentale, les Occidentaux aussi, par rapport à l'adaptation au climat. Vous savez que le climat et même la végétation de l'Amérique, l'Amérique latine est semblable à celle, ou bien au climat, n'est-ce pas, africain. Oui. Donc, c'est donc la raison première qui explique la traite négrière, c'est la découverte du Nouveau Monde et son exploitation par les puissances occidentales. Et ce commerce, avant que nous parlions, ce commerce a été rebaptisé commerce triangulaire, puisqu'il s'opère entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est-à-dire les Européens qui partent avec ce qu'on appelle la pacotille, des whisky, du vin, qui rencontraient les chefs traditionnels pour des échanges en Afrique, et en échange on leur mettait une main-d'œuvre importante qui partait travailler dans les champs de plantation. Donc de façon résumée, voilà en quelque sorte le contexte de mise sur pied de la traite négrière. Peut-être pour d'autres questions, Alors, tout à fait. Merci Crépin pour cette belle entrée en matière. C'était important de rappeler justement la genèse de la traite négrière. Alors, Jeff Emmanuel Ribam, cette initiative prise par le président ghanéen, justement, qui réclame justice haut et fort au sein de l'institution de l'Organisation des Nations Unies, est-ce que pour vous, c'est une initiative à saluer 400 ans plus tard? Naturellement, une initiative salutaire. Vaut mieux tard que jamais. Parce que l'homme noir a souffert et jusqu'à ce jour, la souffrance n'est pas terminée. Je vais d'ailleurs applaudir des deux mains parce qu'on aurait voulu que cela arrive depuis longtemps. Et donc, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur ce continent-là, avec ces mêmes noirs qu'on est venu prendre de force, qui ont été déportés pour être quelque part. Après avoir bien développé ce pays, ils sont combattus aujourd'hui, ils ne sont plus les bienvenus. On ne peut plus les sentir. Alors il est inconcevable que mes arrière-grands-parents aient travaillé quelque part et que je ne sois pas bénéficiaire du fruit des travaux de mes ancêtres. Donc pour revenir à l'initiative du président ghanéen, je pense qu'il a fallu ce courage, cette initiative, et que les autres pays qui ont été touchés, logiquement, étaient tenus de s'aligner derrière cette sortie pour qu'il y ait quand même une reconnaissance et que l'Afrique soit davantage un continent compris, parce qu'il y en a qui ne cessent de dire que non, il ne faut pas dormir sur cela, c'est déjà passé, il faut regarder autre chose. Mais en oubliant que dans la vie de tout être humain, le présent est tributaire du passé.
et le présent définit l'avenir. Oui. Vous ne pouvez pas prétendre oublier ce qui s'est passé derrière vous et vouloir continuer votre vie comme si de rien n'était. Est-ce que pour vous, cette reconnaissance de l'ONU n'arrive pas un peu tardivement parce qu'on a un véritable décalage entre les faits et cette reconnaissance officielle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'attendait justement l'ONU pour reconnaître l'évidence? Je vous ai bien dit au départ que vaut mieux tard que jamais. Pour moi, l'ONU est une organisation sur laquelle il ne faut même plus jamais compter. Ah, Ayant échoué comme à l'époque avec la SDN, oui. C'est la SDN bis, mais de l'époque d'après Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes éléments dans cette structure-là. C'est une organisation qui, en réalité, fait semblant de jouer le rôle pour lequel elle a été créée, mais en réalité ne sert à rien pour les Africains. C'est une organisation qui sert les intérêts de ceux qui l'ont créée. Où se trouve l'ONU? Où se trouve son siège? Qui sont les responsables de la traite négrière? Et vous pensez que l'ONU pouvait faire quelque chose? C'est comme si vous demandez à un bourreau de mener une enquête dont il est lui-même le responsable. C'est exactement dans ce cas de figure qu'on se retrouve au jour d'aujourd'hui. Et si on revenait à notre thématique, pour vous, ça veut dire que c'est une reconnaissance imposée? Une reconnaissance imposée, et même pour essayer de sauver l'image, l'ONU fait semblant d'accepter, mais c'est pour essayer de sauver l'image, essayer de faire en sorte que l'Afrique garde encore un brin de respect, de regard ou de confiance vis-à-vis de l'institution. Mais sinon, dans la réalité, au fond, il faut dire que c'est un échec lamentable pour l'ONU. C'est une organisation qui devrait, à moyen ou à long terme, être remplacée parce qu'elle ne sait que les intérêts des organisateurs, donc les créateurs de la structure, sont les seuls bénéficiaires. Oui, d'accord. Merci Jeff Emmanuel Ribam. Alors, Monsieur Émile Abondo, vous qui êtes donc internationaliste, vous avez suivi justement cette actualité. On se pose la question de savoir pourquoi certains pays aujourd'hui hésitent à reconnaître la traite négrière comme le crime le plus grave de l'humanité. On revient justement sur le taux d'abstention concernant ce vote historique. On a eu 52 pays qui sont neutres à cette loi. On a eu 3 pays justement qui sont justement contre cette loi-là. On se pose la question, est-ce que ces pays qui ont décidé de ne pas justement voter cette loi minimisent cette traite négrière? Ben, il faudrait d'abord dire, Claudia, que on ne peut pas être en train de commenter une actualité et dire que l'institution qui a mis sur la sellette cette actualité ne sert à rien. Oui. Vous voyez, nous sommes là dans ce que Emmanuel Kant appelle les apories de la raison, c'est-à-dire les contradictions de la raison. Oui. La raison voulant démontrer quelque chose en arrive à démontrer l'indémontrable. Bon, à chacun Voyez, son point de vue, hein, monsieur. Ce n'est pas une affaire de point de vue. Nous sommes sur une actualité de l'ONU et reconnaissons que tant que l'ONU existe et qu'elle émet une actualité, nous devons de la commenter parce que l'ONU existe encore. Quand l'ONU n'existera plus, on va dire que l'ONU est passée et on va décrier ses tares et ses avatars. Mais il reste légitime. Oui. Il reste légitime que chacun a son angle d'abordage. Oui. Ça, c'est pour éviter des querelles sur les instances internationales. Bon, alors la question que vous posez, c'est que l'attitude des Nations Unies relève d'un fait. C'est vous qui dites souvent en communication que les faits sont têtus, mais aussi les faits sont sacrés. Mais il reste que depuis 4 siècles, nous attendons cela. Mais il faut déjà saluer l'initiative relayée par le président ghanéen. N'oubliez pas que le Ghana, c'est la terre natale de Kwame Nkrumah, qui était un très grand vivier dans le consciencisme. Vous voyez, lorsque vous connaissez le consciencisme, avec tout ce que cela a généré comme idéologie, vous pouvez comprendre, mais il n'était pas le seul. Oui. Toute l'Afrique était derrière ce projet, y compris la diaspora et même les africanistes. Parce qu'il faut dissocier les Africains des africanistes. La particularité des africanistes, c'est qu'ils fédèrent pour la cause africaine, sans être eux-mêmes des Africains. Et vous comprenez que cet événement sur l'échiquier international relève d'une méthode dans les relations internationales qu'on appelle en attendant Godot. C'est-à-dire quoi? On a attendu 400 ans pour avoir une décision. Mais une décision qui relève d'une reconnaissance au travers de laquelle toutes les consciences devraient être fédérées. Pourquoi? Parce que vous avez là ce que l'historien a appelé, il a fait une dichotomie, c'est-à-dire une différence entre l'esclavage et la traite négrière. Oui. Mais je voudrais placer la traite négrière sous le label des échanges. Et en termes d'échanges, aucun pays n'est isolé. Aucune entité n'est isolée et aucun confin du monde ou alors aucun aspect de la parcelle du monde n'est isolé en termes d'échange. Oui. Mais il se trouve que dans cet échange, lorsqu'on regarde, cet échange est conduit par certaines nations qui ont le droit de veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais cet échange est mené
par qui pour avoir cette appréciation. Mais pourquoi aussi une décision qui concerne une humanité suffisamment représentée, non seulement sur la chaîne mondiale, mais sur la chaîne intercontinentale? On retrouve les Noirs, tant en Afrique, en Amérique, en Occident et un peu partout. Alors, pourquoi avoir attendu? Vous comprenez que ça pose un autre problème sur la scène internationale, ce qu'on appelle the balance of power. Alors, à quel degré pèse l'Africain sur l'Afrique comme continent sur la scène internationale, mais surtout aussi sa diaspora? Vous comprenez pourquoi les tractations se mènent dans les coulisses depuis. Et à partir d'un certain nombre de votes, je vais vous révéler un fait majeur, mais dont je n'irai pas au bout de la dénonciation ici. Parmi les votants, voyez, il y aurait même eu un pays africain qui a lancé un bulletin nul. Comme pour vous dire que entre nous-mêmes les Africains, nous avons de la peine à comprendre, ou alors il existe encore un phénomène, un blocus dans notre subconscient qui nous amène à comprendre que ce phénomène de la traite négrière a participé non seulement à dévaloriser le noir, mais aussi à le mésestimer, à le sous-estimer, mais surtout à ne pas le considérer comme étant un être au même titre que les autres. Alors si, à ce niveau, lorsqu'on évalue parmi les pays qui ont voté, on retrouve un pays africain qui a lancé un bulletin nul, vous comprenez que l'émoi est à son comble. Et c'est la raison pour laquelle je salue le fait que vous ayez choisi ce sujet, parce que c'est un sujet d'une portée didactique. Pour la lanterne de notre téléspectateur, la didactique, c'est la science de l'enseignement. Et d'une portée axiologique, la science des valeurs. Que retenons-nous en termes de valeurs? Vous voyez. Donc, il y a quelque chose à retenir. C'est que nous sommes face à des blocus volontaires qui voudraient que ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui aient eu à être non seulement des colons ou alors des colonialistes, vous voyez, et c'est eux qui détiennent aussi le droit de veto. Vous comprenez pourquoi la décision a longtemps été bloquée, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Mais pourquoi maintenant? C'est parce qu'à un moment donné, on a tenu compte des viviers. Vous voyez, parce que vous vous dites, est-ce que c'est un apport, est-ce que c'est forcé? C'est forcé et c'est aussi modulé. Pourquoi? Parce que les uns et les autres ont tenu compte de ce que cette décision que les Nations Unies allaient prendre ne puisse pas impacter sur la gestion sociale à travers le rigorisme de la loi au niveau de leur société. Parce que quand certains Noirs allaient apprendre cela, ils allaient initier des procédures judiciaires pour dire que voilà, les Nations Unies ont dit ceci, mais nous bénéficions de tel traitement. Est-ce qu'il n'est pas question, en nous appuyant sur cette décision des Nations Unies, de réclamer ceci plutôt que cela? Pourquoi? Parce que dès cet instant, l'histoire nous donne raison. Donc vous comprenez que la thématique que vous avez choisie est tellement pertinente du fait de la sensibilité de ce vote qui nous a permis de lire dans sa configuration que, il y a eu un blocus, mais dans la durée. Combien? 4 siècles. Mais aussi, ça concerne le monde entier. Parce que dans tous les axes du monde entier, aux 4 coins, on retrouve les Noirs. Mais aussi, ça concerne un problème de collaboration. La dynamique commerciale nous amène à comprendre qu'aucune partie du monde ne peut être isolée, mais une autre orientation, la recentralisation de l'être humain comme étant une valeur absolue et au travers de laquelle on doit œuvrer non seulement pour le bonheur, mais aussi évacuer l'aspect discriminatoire dans nos consciences. D'accord. Pierre Blériot-Niémec, on reparle donc de la traite négrière 400 ans après, justement, on va dire, cet esclavagisme. On parle également de la question des réparations. Qu'est-ce que la communauté internationale doit justement faire? Quelles sont justement les réformes qu'on doit mettre en place justement pour réparer ou alors, entre guillemets, indemniser ceux qui ont subi cette traite négrière? Est-ce qu'on parle de réformes financières, éducatives ou toute autre réforme symbolique qui passerait par là? Alors, j'ai aimé que vous reveniez avec le concept d'esclavagisme ou d'esclavage. L'historien fait bien de distinguer l'esclavage de la traite négrière, mais il doit ajouter que la traite négrière est une forme d'esclavage. C'est-à-dire que toutes les formes d'esclavage ne sont pas la traite négrière. Mais la traite négrière appliquer l'esclavage. Donc on ne peut vraiment pas dissocier ces deux. Non, on dissocie. Il clarifie le concept. On dissocie. Il y a des lieux communs et il y a une particularité. La complémentarité. Ce qui gênait et qui continue de gêner les auteurs, les principaux auteurs, c'est le coût. Parce qu'on sait comment l'évaluer. On a fait des réparations ou on a fait des projections de réparation d'autres phénomènes humains qui étaient moins graves que celui-là. Donc on connaît la masse de personnes transportées, on connaît les morts, c'est-à-dire c'est lourd. Ces réparations pourraient faire simplement
qu'on nous cède plus de la moitié des biens de l'humanité. Oui. Et l'Amérique, par exemple, est faite de la chair et du sang des Africains. C'est-à-dire, c'est le sang et la chair. De sorte que les vrais propriétaires de l'Amérique, ce sont les Noirs. Parce que si on parle du droit du sol, vous les internationalistes, ici vous dites que la mise en valeur, non. Oui, non, c'est-à-dire que pour avoir le titre foncier, on regarde qui a fait les mises en valeur. Ce sont ces Africains qui ont fait les mises en valeur. Oh. Et si on regarde l'actualité de cette façon, je pense qu'on va tous aller vivre. C'est pour cela qu'il ne faut même pas y mettre de la passion. Oui, c'est ça. On attend des Africains qu'ils soient les plus rationnels possibles. Si on met l'émotion, non. On va évaluer ce qu'on a fait pour les Amériques, mais on va aussi évaluer la responsabilité directe de l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui a engagé ça. Il faut bien. Et donc, la responsabilité directe de l'Europe. L'Europe, elle considère qu'elle ne doit rien à l'Afrique. La France et autres, l'Europe en général, croit qu'elle s'est faite sans l'Afrique, ce qui est faux. Parce que c'est la richesse qui venait des Amériques qui a donc développé l'Europe. Vous voyez comment ça s'est passé? Mais je pense que quand vous parlez de l'Europe, Pierre Bériot, on a quand même vu avec la France l'adoption de la loi Taubira-Christiana en 2001. Ça veut dire que la France reconnaît quand même cette traite négrière-là. C'est vrai que vous savez, dans les faits, on ne ressent pas vraiment. Dans ma propre famille, il y a une reconnaissance de la France. La France a reconnu avoir assassiné Ruben Ognobé. Donc, on parle même de réparation. Non, vous savez, il y a beaucoup de choses. La reconnaissance ne suffit pas. Oui. Maintenant, quand on travaille, parce que le travail qui a été fait a été biaisé par les historiens occidentaux, au niveau de l'évaluation, nos historiens doivent, les historiens, les anthropologues et autres, jusqu'aux physiciens, doivent participer à l'évaluation de ce massacre. Il est énorme. Mais il ne faut pas qu'on présente des Africains. Vous voyez un peu, je vais faire une figuration pour que vous compreniez. D'accord. On arrête vos enfants, on les viole en série. Tous vos enfants, hommes, femmes, on viole en série et on tue un certain nombre. Bon, on vous dit, il faut des réparations. Les premières réparations sont d'abord d'ordre psychologique. C'est-à-dire, il faut que le bourreau fasse le repentir. Qu'il reconnaisse qu'il a fait et qu'il fasse le repentir. Ça fait en sorte que la victime commence à se remettre. Ensuite, comme on ne peut plus ramener à la vie ce qu'on a tué, il faut au moins que leur mort serve à quelque chose. On commence donc à voir. Si simplement, vous avez vu le bourreau de bébé Matisse, on a demandé 500 millions. Le tribunal a retenu 500 millions. Essayez d'évaluer le nombre de morts, de nègres morts dans le voyage. Oui, bon, si vous multipliez par le nombre d'années perdues, parce que il y a les familles décimées, on peut s'arrêter logiquement à 1 milliard par individu. Oui. Si vous multipliez, vous verrez. Maintenant, comme ils n'ont pas tout cet argent pour nous donner, vous comprenez que nous sommes encore dans le commerce triangulaire, sauf qu'aujourd'hui, nous le faisons volontairement, vous savez. Oui. Et quand nous voulons le faire volontairement, les Amériques font quoi? Les Amériques, ils barricadent l'Amérique. Ils mettent les chiens, ils mettent chaque jour ils disent qu'ils vont élever encore une barrière. L'Amérique pour les Américains. Bon, je ne sais pas s'ils savent qui sont les Américains. Donc, il va falloir que les Africains réagissent de manière très intelligente en posant comme les Juifs l'ont fait leurs problèmes sans émotion. Oui. Mais en ne tolérant plus jamais que quelqu'un en fasse de la bouffonnerie. Oui. Parce qu'on parle de la question de la traite des nègres en s'amusant, en faisant de l'humour. Comme si ça amusait. Vous savez, si vous parlez de ce que les Juifs ont subi, en vous amusant, ils ont appelé ça la Shoah. La Shoah. Si vous en parlez en vous amusant, ça fait un problème diplomatique. Oui. Mais tout le monde parle de la traite des nègres en s'amusant, en banalisant. Même les Africains eux-mêmes. Oui. Il a fallu un courage venu du Ghana. Il faut d'ailleurs dire que le Ghana a joué un rôle très important dans ce commerce. Parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana étaient parmi les principaux pôles. Le Ghana appelait la Côte d'Ivoire. Voilà. Le Sénégal, l'île de Gorée. Ces zones-là, les Camerounais se comportent souvent, quand ça ne se passe pas directement chez eux, comme si ça ne les concernait pas. Mais ça nous concerne tous. Donc, c'est bien qu'il y ait une initiative venant d'un pays comme celui-là, qui a une longue pratique démocratique. Oui. Un pays obscur comme le nôtre, lui, ne pouvait pas
Je vous en prie. Oui, nous prolongeons seulement les mandats des maires quand il y a les vraies problématiques. Oui. C'est-à-dire aller défendre l'humanité du noir qui a été brisée, qui a été écrasée. Nous ne sommes pas comme ça. Vous êtes déjà là pour le faire, chers invités. Le fait de voter pour n'est rien. Nous, on ne contribue. Quand les autres imaginent ce genre de projet, nous ne sommes pas là. D'accord. Nous sommes là à prolonger les mandats. Monsieur Crépin veut rebondir. Allez-y, en quelques secondes. Oui, par rapport à l'intervention de M. Béron Yemek, oui. Il faut dire que les historiens ont commencé, les historiens africains ont déjà, pas suffisamment, mais ont déjà mené des recherches assez importantes, n'est-ce pas, sur les chiffres, n'est-ce pas, estimatifs de ce commerce honteux, oui. la traite négrière. Il y a par exemple les travaux de Mwemba Bon Rigobert, qui a écrit un ouvrage, très célèbre ouvrage, intitulé « Quand l'Afrique était l'or noir de l'Europe », que les Africains doivent forcément lire pour mieux comprendre cette pratique. Oui. Il indique que plus de 12 millions d'Africains ont été déportés vers l'Amérique et que sur les approximativement 12 millions, oui. 10 millions sont arrivés. Et vous savez que la traite se passait dans un système de reproduction également. Quand les familles arrivaient, n'est-ce pas, du côté des Amériques, il y avait cette reproduction humaine oui. qui se passait. Et c'est-à-dire du cooptage jusqu'à l'acheminement et ceux qui sont décédés pendant les travaux forcés, oui. on évalue à plus de 90 millions le nombre d'Africains oui. décédés dans ce trafic assez déshumanisant et très honteux. Je suis en train de chercher le montant. Hein, d'accord. Il est en train de calculer. Je calcule déjà. D'accord. On va permettre... Vous chutez bon, oui, donc j'étais dans la mouvance pour saluer l'initiative du Ghana et rappeler que les faits historiques n'ont pas besoin de reconnaissance. Les faits en histoire... On n'a pas besoin de dire que vraiment il faut reconnaître que tel s'est passé, il faut reconnaître. Non, en histoire, les faits sont sacrés. Oui. La traite négrière a existé. Reconnaissance ou pas d'une organisation internationale problématique, nous, Africains, nous devons prendre conscience du fait que nous avons été marginalisés hier. Nous ne devons pas nous servir de ça comme étant une arme pour combattre les autres. Oui. Mais pour que dans l'avenir, que ces formes c'est-à-dire de formes d'esclavage déshumanisant ne puissent plus se produire. Monsieur Blériot a parlé d'autres formes d'esclavage que nous-mêmes on accepte maintenant. Tout à fait. On va certainement y revenir après la page publicitaire. Le temps pour moi déjà de lire ce message. Bonjour, félicitations pour la thématique, la résolution de l'ONU portant sur la reconnaissance de l'esclavage et de la traite négrière comme crime contre l'humanité. C'est une belle hypocrisie au niveau des Africains qui ne parviennent pas à lutter contre ce qui se passe en Afrique, traite des migrants, ne serait-ce pas parce qu'il n'y a pas possibilité d'obtenir des réparations financières. Quelles sont les sanctions qui ont été prises par l'Union africaine au nom des victimes en Libye, par exemple, le message qui n'est pas du tout signé. En attendant que ce message se signe, on va une fois de plus prendre un peu de la réclame. C'est la page publicitaire. On se retrouve tout juste derrière pour la fin de notre débat. Et si le vrai problème de votre élevage n'était pas la production, mais l'argent que vous perdez sans le voir? Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs travaillent dur, mais gèrent encore leur ferme dans des cahiers ou sur un fichier Excel dépassé. Résultat, difficile de savoir si votre exploitation gagne vraiment de l'argent. Mais tout ça peut changer. Avec Farmap, votre élevage tient désormais sur votre téléphone ou ordinateur. En quelques clics, vous suivez vos bandes, vos dépenses, les médicaments, l'alimentation et vos ventes. Toutes les informations de votre ferme sont réunies au même endroit pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Déjà, plus de 500 fermes dans 16 pays d'Afrique font confiance à Farmap. Moins de confusion, plus de contrôle et surtout une ferme plus rentable. Essayez Farmap dès aujourd'hui sur farmap.app. Farmap, gérez votre élevage comme un pro. Vous recherchez un lieu où les soins de santé sont accessibles à tous, quel que soit votre revenu ou votre statut social. La Fondation médicale Mère et Enfants Mayonnais vous ouvre ses portes. À la Fondation médicale Mère et Enfants Mayonnais, vous trouverez des équipes médicales et paramédicales qualifiées et attentives à toutes vos préoccupations. Un plateau technique moderne et confortable pour vous offrir les meilleurs soins de santé. Nous intervenons en médecine générale, pédiatrie, cardiologie, ophtalmologie, gynécologie, suivi de grossesse et échographie, imagerie médicale, kinésithérapie, propharmacie et bien d'autres. À la Fondation Mère et Enfants Mayonnais, vous bénéficiez d'une réduction de 30% pour tous vos examens. Nous sommes situés à Ekié, Ancre Amadou, contact 6 89 56 00 35 6 52 88 15 66. Fondation médicale Mère et Enfants Mayonnais, vous servir est notre priorité.
Et nous sommes déjà de retour sur le plateau de la Grande Palabre. La thématique se poursuit ainsi que le commentaire sur la crête négrière. 400 ans après, l'ONU reconnaît finalement les faits. Est-ce une décision imposée ou alors tout à fait assumée? Je souhaite quand même qu'on revienne sur ces pays qui ont voté contre cette loi lors de cette dernière Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue du côté de la ville de New York aux États-Unis. On parle justement des États-Unis, on a l'Argentine, on a également Israël. Moi, je reviens avec vous, Monsieur Crépin, Bala. Qu'est-ce que cela augure sur l'aspect de, comment dire, de la considération de cette crête négrière dans le monde? Je voudrais simplement signaler que c'est un besoin de rupture avec le passé. Oui. Et pourtant, on ne peut véritablement pas rompre avec son passé. Notre passé comme l'ombre qui nous suit tout le temps. Les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, qui étaient au cœur de la traite négrière, refusent d'assumer et d'admettre que c'était une pratique déshumanisante. Oui. Et c'est regrettable. C'est regrettable venant d'une puissance mondiale qui se dit première, de ne pas reconnaître un phénomène qui s'est vécu devant eux et dont les fruits sont perceptibles à travers la configuration sociologique de leur population. Oui. Quand vous voyez les Américains, par exemple, les Noirs américains viennent d'Afrique. Nous avons eu le bonheur d'avoir un président américain noir, Barack Obama. Et la mixité qu'il y a dans, n'est-ce pas, la configuration raciale en Amérique doit interpeller, parce que les Noirs qui sont aux États-Unis ne sont pas tombés du ciel. C'est le fruit d'un long processus historique qui s'est matérialisé à travers la traite négrière. Quand vous prenez par exemple le cas de l'Argentine, qui a également refusé de voter, il faut reconnaître que l'Argentine est un pays spécifiquement bizarre. Bizarre pourquoi? Parce que quand vous voyez la géographie, n'est-ce pas, de l'Amérique latine, l'Argentine est entourée de pays qui ont des Noirs, puisque étant sur le sol américain, c'est-à-dire sud-américain, vous avez par exemple les pays limitrophes comme le Brésil qui a une grande population noire, les pays comme la Bolivie, l'Équateur et autant des Noirs. Mais est-ce que vous avez déjà vu, par curiosité, dans une équipe de football argentine, un Noir? Non, jamais, je pense pas. Certains historiens évoqueraient même l'hypothèse d'un génocide noir en Argentine. Parce qu'on estime que l'Argentine n'aurait pas échappé à une minorité noire quand même. Voilà. Et il les aurait éliminés dans le temps. Voilà. Donc l'Argentine, c'est pas sur le plan c'est-à-dire des valeurs. L'Argentine, c'est pas un exemple. Puisque comment expliquer que dans presque tous les pays d'Amérique latine, il y a des Noirs, et en Argentine, ils sont quasiment tous des Blancs. Les Noirs qui sont là sont ceux qui viennent du Brésil, l'Équateur et autres. Donc c'est un pays qui a un passé très obscur. On a évoqué le génocide et autres. Donc ils ne peuvent pas s'assumer de façon enjournée, ils ne peuvent pas assumer la traite négrière. Donc je peux juste prendre le cas des deux là. Et bon, Israël aussi, je me dis que je vais parler là sur le contrôle de l'internationaliste qui est là, avec tout ce qui se passe de ce côté, et un pays également des Américains. Voilà, et un pays doit toujours avoir le même positionnement. Voilà. Au-delà de ça, c'est un pays également qui a connu une marginalisation assez effrayante avec l'antisémitisme. Tout ce qui s'est passé avec Hitler, les camps de concentration et autres, c'est un pays également qui a l'ambition également de se faire justice dans le monde. Donc les choix de ces pays qui n'ont pas voté ne sont pas surprenants quand on essaie de mener une étude sociologique et même politique. On comprend que c'est normal. D'accord. Je vais également vous lire un extrait de l'ambassadeur Dan Negria qui a participé justement à cette assemblée générale. Il représentait justement les États-Unis. Alors, il a déploré que Washington doive une fois de plus rappeler à cette instance que les Nations Unies existent pour maintenir la paix et la sécurité internationale et qu'elles n'ont pas été fondées pour promouvoir des intérêts et des programmes étroits et spécifiques pour instituer des journées internationales thématiques pour créer de nouveaux mandats coûteux, matière de réunions et de rapports, etc. Alors, Jeff Emmanuel Ribam, on se pose donc la question, celle de savoir si, au regard de cette reconnaissance, et s'il y aura vraiment l'impact sur les pays africains et d'autres pays qui ont subi cette traite négrière-là. Est-ce qu'il y aura un véritable impact? Parce que si on a déjà des raisons comme celles évoquées par le représentant justement des États-Unis, l'ambassadeur Dan Negria, on a des raisons comme celle-ci. On se pose la question s'il y aura un véritable résultat. Pour moi, c'est une farce. Oui. Je vais dire, j'insiste, l'ONU est une farce. C'est une organisation qui ne faut absolument rien. Le général de Gaulle l'appelait un machin. Voilà, elle est là pour protéger ceux qui l'ont mise en place, cette organisation-là, leurs intérêts. Parce qu'il suffit d'observer comment le monde fonctionne.
et de voir la tendance sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, sur le plan géopolitique. Vous allez comprendre que l'ONU a été créée en remplacement de la SDN pour continuer à, disons, prolonger la protection des avantages de ces pays dits les puissances mondiales. Donc, on ne saurait attendre grand-chose de l'ONU. Le siège se trouve où? Je vous ai posé la question dès le départ. C'est vrai que je ne suis pas en position de vous poser des questions. Oui. Mais la position de ce siège dit également tout. C'est là que viennent les décisions. Vous ne pouvez pas demander à votre bourreau de mener une enquête contre lui-même et de se condamner. C'est de ça qu'il est question au stade où nous nous trouvons. Donc on ne peut pas s'attendre à grand-chose tant que le véritable fond de l'ONU n'aura pas changé. Parce que cette organisation a un fond qui est différent de la logique, qui est différent même de l'humanité ou de l'humanisme prôné. Parce que quand on regarde le fond à travers les événements dans le monde, l'ONU accompagne ceux-là qui se disent les grands démocrates, les puissants, qui en fait sont les instigateurs et les organisateurs de la déstabilisation de ce monde sur tous les plans. Oui. Donc en ce qui me concerne, honnêtement, on ne pourra rien tirer de cette ONU-là. Et ce qui va arriver... Pour vous, la reconnaissance ne suffit pas. Elle ne suffit pas. C'est pour ça que je dis que c'est une phase, elle ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Parce que la profondeur des actes posés doit également avoir en retour des mesures à la proportion des actes qui ont été commis. Simplement reconnaître, avoir décimé des millions ou des milliards de personnes. Oui. Simplement reconnaître, c'est suffisant? À votre avis? Je ne pense pas. Donc il faudra faire beaucoup plus. Et en ouvrant un peu une parenthèse sur les pays, certains pays africains qui se sont positionnés en défaveur de cette décision, pour moi ce n'est pas une surprise. Vous savez, l'occidental a ceci de particulier. Nous connaissons tous la règle de mieux diviser pour régner. Oui. Donc les traîtres existent partout. Donc ce n'est pas une surprise. Et ça ne devrait même pas faire l'objet d'un commentaire. Parce que quand on veut vous fragiliser, on doit toujours passer par quelqu'un qui est proche de vous pour vous atteindre. Cette traite a eu lieu pourquoi? Parce que certains Africains l'avaient accepté. Accepté, certains corrompus, d'autres avaient été menacés de mort. La preuve, c'est que certains pays qui ont résisté ont connu la foudre de l'Occident pour les amener de force à accepter ce qui est décrit aujourd'hui. Donc pour moi, il faut simplement retenir que c'est le début d'un processus, mais il faudra attendre longtemps pour qu'on atteigne véritablement le but de réparation de ces actes qui ont été posés avec autant d'atrocités. 400 ans encore avant d'avoir la réparation. Hein. Je ne sais pas. On va ouvrir le standard. Bonjour la grande Claudia, à tout ton panel. Vos thématiques sont toujours bien choisies et vos panels conséquemment constitués. Bravo pour la lumière que votre chaîne fait jaillir sur le continent. Mes compliments à tous vos panélistes qui se sont excellemment montrés à la hauteur de la tâche. Bonne suite d'émission à vous. Il s'agit de Billy depuis le Togo. Il ne s'agit pas de nier les atrocités vécues par des milliers de Noirs africains. Va-t-on également demander au chef Douala de dédommager les populations de l'Interland, de Cameroun et l'Afrique du Nord? Va-t-elle dédommager l'Afrique noire? Nul besoin de poser la question pour l'Europe. Elle payera comme d'habitude. On va prendre une autre réaction. Bonjour Claudia et à tout ton panel. Un bonjour particulier à Pierre Bériot. Je suppose que votre invité sur le plateau fait allusion au Bénin lorsqu'il parlait d'un pays africain qui aurait mis un bulletin nul. Ceci est inexact. Le représentant du Bénin qui était supposé voter était absent et n'a pas pu participer au vote. D'ailleurs, le ministre extérieur béninois a expliqué cette absence. Il paraît que c'était dû à un malentendu administratif, mais ils sont bel et bien en faveur du vote final. Il s'agit d'Axel depuis Nkolfulu. Eh bien, comme on l'a si bien démontré après cette reconnaissance, c'est quand même un vote qui fait assez polémique, bien sûr, avec M. Axel qui décide donc de donner le nom du Bénin. Il faut dire que oui, la situation ou alors les informations qu'on a eues nous révèlent justement que le Bénin a voté contre cette loi. Donc avec ces informations que vous partagez avec nous, je pense qu'on va peut-être réorienter ça d'une autre manière. Alors je reviens vers vous, M. Émile Abundo. Peut-être pour vous poser cette question que j'ai posée à Pierre Bériou-Niemek et Jeff Emmanuel Ribam en parlait tout à l'heure. Il faut que l'institution, en parlant justement des Nations Unies, aille plus loin en termes de réparation, mais aller plus loin jusqu'où? Qu'est-ce que la communauté internationale doit faire justement pour avoir de meilleures perspectives de réparation? Je voudrais rattacher votre question d'abord à la leçon que Blériot nous a fait retenir. Oui. Il a évoqué le concept de la patience. Vous voyez, la patience. La patience, c'était d'abord la vertu des dirigeants.
La patience est une vertu d'abord. C'est quoi la vertu, puisque les téléspectateurs voudraient, lorsque c'est étoffé, qu'on explique? Oui. La patience, c'est la prédisposition, je voudrais dire la vertu, c'est la prédisposition à ne faire que du bien. Et de ce point de vue, elle s'oppose au vice. Comprenez pourquoi la patience était la vertu des dirigeants. C'est-à-dire que pour diriger une société, il fallait être patient pour adopter la bonne position et certainement prendre une bonne position. Alors, les Africains, depuis 4 siècles, réclament justice et réparation et honorabilité et reconnaissance. Mais je voudrais dire que si vous avez une blessure, reconnaître que votre pied a une blessure, ce n'est pas la guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la guérir, il faut apporter à cette blessure des soins. Des soins psychologiques, avoir un esprit qu'on va guérir, mais aussi des soins physiques, c'est-à-dire des remèdes, des bandes et autres. Et c'est ce que l'Afrique attend. Lorsque vous avez, par exemple, pour faire allusion aux pays que vous avez cités qui ont voté contre, mais je voudrais rappeler que réellement dans tous les États, lorsqu'on fait le vote, on dit la politique de la chaise vide n'est pas toujours de mise chaque fois. Mais bon, alors on se demande comment est-ce qu'on peut initialement pratiquer la politique de la chaise vide à une instance aussi haute que les Nations Unies. Ce n'est qu'une question, ce n'est pas pour incriminer un pays, de peur de créer un incident diplomatique. Mais je voudrais dire que vous avez d'un côté Israël qui a été mis sur pied par la doctrine du sionisme. Vous savez qui étaient les acteurs de ce mouvement sioniste qui a participé à ce qu'il soit installé. Vous avez de l'autre côté le monde entier qui était pratiquement dirigé et divisé en blocs. Et on a pratiquement les membres du Conseil de sécurité. Chacun des membres occupait un aspect ou alors une sphère du monde entier. Vous avez par exemple la Russie qui avait le bloc de l'Est, ou le bloc de l'Est, on parlait à l'époque de l'ex-URSS. Vous avez les États-Unis qui se prévalaient de toute l'Amérique du Sud, qui était leur propriété. Vous avez par exemple les grands pays colonialistes, la France, l'Angleterre et autres, avec l'aspect des colonies et autres, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous comprenez qu'aucune partie du monde n'était une partie isolée. Et lorsqu'on parle donc de la traite négrière, toutes ces entités qui sont fondamentalement les membres du Conseil de sécurité, je n'exclus pas la Chine avec son Asie, vous comprenez? Donc, qui sont fondamentalement les membres de sécurité, voudraient surveiller l'orientation que va prendre cette décision pour ne pas se retrouver dos au mur. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on ne peut pas être juge et parti. Et vous comprenez pourquoi ça prend du temps? Et ça prend du temps. Et ce dont on peut se féliciter, c'est que cette affaire soit à nouveau réveillée sous la houlette du Ghana, mais en appui d'abord par les autres pays de l'Afrique. L'Afrique, de façon globale et de façon générale, a accompagné ce dossier, mais surtout la diaspora composée des Africains et des africanistes. Et vous comprenez que si la diaspora était constituée aussi des africanistes, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas fondamentalement africains qui désapprouvent ce que la traite négrière nous a fait vivre, si je parle du côté des Africains. Rappelez-vous, au moment où les États-Unis participent à bloquer, à verrouiller les frontières en disant que American First. Mais rappelez-vous qu'un citoyen, un africaniste, aurait dit, il était pasteur à l'époque, I have a dream. What was the dream? Quel était le rêve? Et l'autre de dire plus tard, yes we can. Vous voyez. Donc quand vous comprenez cette dynamique, vous comprenez que quelqu'un a parlé de dommages et autres. Je voudrais vous parler des artifices qu'il faut apporter pour soigner la blessure. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes les sphères du monde, aussi vrai que les Noirs ont participé à la construction, appartiennent aux Africains. Et qu'aucune frontière ne devrait être fermée à un Africain. Même comme il faut trouver des palliatifs pour les ouvrir. Vous comprenez que la justice, la réparation, la réconciliation et puis ce qu'on peut apporter comme apport psychologique et matériel deviennent des valeurs qui sont querellées auprès des instances décisionnelles. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui dirigent et gouvernent le monde tablent encore sur cette réalité et l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'avenir, que ce soit des Nations Unies en tant qu'entité, mais dans la gouvernance mondiale, parce que ça devrait aussi s'imposer au niveau de l'État, des États respectifs en termes de jurisprudence. D'accord. Alors, nous sommes arrivés vraiment au terme de ce programme, mais je souhaite quand même que Pierre Biron-Yémec rebondisse vraiment en quelques secondes sur une question qui me vient en tête. Alors Pierre Biron, vous parliez tout à l'heure de la Shoah avec ce qu'ont vécu les Juifs. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de concurrence des mémoires? Parlant justement de ce taux d'abstention lié à ce vote, on parle de 52 pays qui n'ont pas voté. On a 3 pays qui ont dit vraiment non pour ce vote. Est-ce qu'on a une sorte de concurrence de mémoire? Tout le monde se dit, bon, j'ai vécu telle ou telle chose, j'ai vécu et ça a été grave. Alors si on ne reconnaît pas ce que moi j'ai vécu, moi je ne vais pas reconnaître pour les autres. Oui, mais vous savez, on va donc relativiser
la gravité Oui. de ce que les Juifs ont vécu, s'ils relativisent ce que nous avons vécu. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut ajouter aussi que les pays qui se sont opposés à ce vote n'ont pas la possibilité d'empêcher la suite des événements. C'est lancé, il faut rendre hommage au Ghana qui a initié avec l'ex-président et ensuite le président actuel tout le dossier et tous les autres pays. Je crois d'ailleurs que le Bénin a une belle excuse. On ne peut pas penser que le Bénin, qui a été frappé de plein fouet par cette affaire, ne soit pas du même que... n'accompagne pas les... Ne soit pas associé à ce projet. Oui. Il faut dire aux Africains qu'il faut maintenir la pression sur les instances internationales. L'ONU n'est certainement pas parfaite, mais elle est obligée, elle-même, pour sa survie, de faire de grandes concessions. Vous comprenez? Et nous allons profiter de ces ouvertures-là. Elle est obligée. Pour se donner la moindre crédibilité possible, dans ce cas, elle fera des concessions et nous pouvons en tirer le plus grand bénéfice. D'accord. Merci à vous, chers invités. C'est ce qu'il fallait retenir justement de cette forte actualité, surtout de cet événement historique. On en reparle aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un véritable rebondissement. Donc, merci à vous, chers invités, pour vos analyses. Merci également aux téléspectateurs et internautes qui ont réagi. On va donc se retrouver demain à partir de 10h. Je vous informe une fois de plus que nous sommes disponibles sur le satellite Rascom, également sur le réseau Swecom en réception KU par fibre optique au numéro canal 132 sur Douala au numéro 270, à Yaoundé au canal 24 et bien sûr sur nos différentes plateformes digitales YouTube et Facebook, Neo, Tampra TV, également en replay sur les pages de Pierre Bériot, Agnemec officiel YouTube et Facebook. Cette émission est en rediffusion sur Créoligne et Swecom à partir de 21h04 du matin. Ne ratez surtout pas la première diffusion de votre émission du dimanche, la grande instance. C'est donc prévu pour le dimanche de cette semaine. Je ne sais pas, ça tombe quelle date? C'est dimanche... Ce dimanche 4 avril. 4 avril, ce dimanche 4 avril. C'est bien le 4 avril. Oui. Non, 5 avril. 5 avril. 5 avril. Dans tous les cas, c'est la semaine, le mois de mon anniversaire. Donc du coup, j'espère que vous avez déjà préparé des petits cadeaux pour moi. C'est quand ton anniversaire? Le 7 avril. D'accord. D'accord. On va donc se retrouver demain, chers téléspectateurs, chers internautes. Je vous souhaite de passer une excellente journée du mardi. Et surtout, n'oubliez pas, appelez-moi désormais la grande Claudia, aux grandes dames et grandes thématiques. Qu'est-ce que vous croyez? À demain 10h.